Bonsoir et bienvenue dans la 5e édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar. Après avoir parlé de la rentrée politique, de la loi de finances, du dossier du Sahara et un peu de sport à l'occasion de la Coupe d'Arabe, cette fois-ci on va retourner en politique pour parler d'une question qui taraude beaucoup de personnes qui s'intéressent à la chose politique, à savoir quelle opposition à ce gouvernement. Et pour ce rendez-vous débat, le Point avec Abou Ammar, c'est un rendez-vous débat de la chaîne Blanca TV, de son site d'information Blanca Presse, qui ambitionne petitement de faire un décryptage des événements liés à l'actualité politique, tant au niveau régional et national, tant au niveau économique, social, environnemental, partisan, sportif et diplomatique. Pour cette fois, on va parler de l'opposition parlementaire en posant la question suivante. Quelle opposition à ce nouveau gouvernement? Et comme vous le savez, ce nouveau gouvernement est composé de 3 partis politiques, ce qui a poussé plusieurs formations à se positionner au sein de l'opposition parlementaire, aux grandes dames de leur chef de file dans plusieurs cas. Du coup, on retrouve des partis de l'ancienne majorité, mais aussi des forces qui n'en faisaient pas partie, et ce qui pose une question de la coordination entre les composantes de cette opposition-là. Pour en débattre, j'ai l'immense honneur de recevoir depuis Tanger un économiste et membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, mais aussi l'ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Je peux même ajouter un confrère, puisqu'il a animé pendant longtemps la rubrique économique du quotidien Al Bayan. Dr Sdeqi, bienvenue. Merci cher ami. J'ai aussi le plaisir d'accueillir cette fois-ci au studio Casablanca de Blanca TV, Salah El Housni, ancien candidat aux élections communales et membre du Conseil national du PSU. Salah, marhaban. Merci beaucoup à Abou Ammar, merci à Blanca Presse pour cette réception. Merci infiniment à vous. On commence avec la formation du gouvernement. Dr Sdeqi, qu'en pensez-vous de la formation de ce nouveau gouvernement au niveau de la forme? C'est un parti, on a l'habitude que les coalitions gouvernementales au Maroc soient composées de 5-6 partis. Cette fois-ci, il n'est composé que de 3 partis. Vous en pensez quoi au niveau de la forme? Après, on va battre du front. Bon, au niveau de la forme, à la limite, moi, je ne peux pas contredire le sens de la démocratie. Les élections ont eu lieu dans un contexte particulier. Tout le monde le sait, ce n'est pas la peine qu'on s'y attarde. Dans un contexte Covid, dans un contexte de crise, les élections ont donné plutôt la priorité aux partis qui ont une certaine orientation, que ce soit le parti qui préside la coalition gouvernementale, en l'occurrence le RNI, le PAN, puis le Istiqlal. Il y a des avis différents. D'aucuns disent qu'en principe, le parti qui arrive au second rang, normalement, doit passer à l'opposition. D'autres disent non. Mais les choses étant ce qu'elles sont, à la limite, je ne vois pas d'inconvénient que 3 partis qui ont des orientations voisines, ils sont pratiquement tous de droite, ou bien du centre. Si ça peut donner des résultats meilleurs à l'avenir, je ne vois pas d'inconvénient. Et donc, il faut accepter le verdict démocratique. Ils ont eu la majorité. Ils se sont mis d'accord pour former le gouvernement. Et je ne peux que leur souhaiter du courage et du succès. Salah, plusieurs personnes disent qu'un gouvernement formé de 3 partis politiques est bénéfique pour la vie démocratique parce que ça aide à la clarté, à la visibilité au sein du champ politique marocain. Vous ne partagez pas ce point de vue? Je partage ce point de vue-là, sauf que c'est un gouvernement qui est formé par un seul parti. C'est le parti de l'administration. Parce que, comme a dit M. Absam Sdeqi, les élections sont là, c'est un fait, nous avons les résultats. Mais à ce qu'on voit, la plupart des membres des bureaux politiques n'ont pas été retenus comme ministres. Je prends par exemple le cas de l'Istiqlal, qui est le 3e parti de ce gouvernement-là. Il est représenté par un seul membre du bureau politique qui est le secrétaire général. Également pour le PAM et pour le RNI, la majorité des ministres qui sont là présents aujourd'hui au gouvernement ne font pas partie des premières instances qui dirigent ces partis-là. Donc je me demande bien, est-ce que ces partis sont réellement les vrais représentants? Deuxième chose, je note ça, je vais être un petit peu positif pour ne pas rester seulement sur le récit négatif. C'est vrai que le thème c'est l'opposition, mais vous pouvez y aller. Mais s'il y a des choses qui sont bien, on n'a aucun mal à le dire. Premièrement, ce que je note au niveau de la forme, c'est que la formation de ce gouvernement n'a pas pris beaucoup de temps, contrairement au gouvernement de 2016-2017 et au gouvernement de 2012. Et ça, c'est une chose positive parce qu'on sait très bien que, qu'on le veuille ou non, malgré que ce sont nos adversaires qui forment le gouvernement, mais avoir un gouvernement dans un délai qui est réduit, ça permet de débloquer un certain nombre de dossiers, surtout sur le volet économique et administratif.
Deuxièmement, au niveau de la forme, comme j'ai dit, la majorité des ministres sont issus de ce qu'on appelle la classe technocrate. Ce ne sont pas des politiciens qui ont gagné des élections, qui ont gagné des communes, ou bien qui ont gagné des représentativités au Parlement. Ce sont des personnes qu'on a appelées pour leur CV ou bien pour d'autres raisons. C'est au gouvernement de justifier ces nominations-là. Troisièmement, c'est que lorsque le gouvernement a été formé, le communiqué qui a annoncé cette formation-là a bien spécifié que les secrétaires d'État seront nommés dans les prochaines période. On attend toujours. On attend toujours après 2 mois. Alors, on se demande, est-ce que ce gouvernement doit expliquer aux Marocains qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura des secrétaires d'État? Comment la tâche va être répartie? Quand est-ce qu'ils vont être nommés? Comment ils vont être nommés? Surtout que ce gouvernement, s'il y a une caractéristique avec laquelle il se distingue jusqu'à présent, c'est qu'il ne communique pas. Il y a un très grand manque de transparence, un très grand manque d'information par rapport à ses 2 prédécesseurs qui sont qualifiés de mauvais gouvernement d'ailleurs en termes de communication. La troisième chose que je note, c'est que pour la première fois dans le règne du roi Mohamed VI, on constate que le ministre de l'Intérieur a complété son mandat et est resté. C'est la première fois dans 20 ans qu'on trouve que le ministre de l'Intérieur continue. D'ailleurs, c'était le cas pour plusieurs ministres régaliens, à l'instance du Hobou, secrétaire général du gouvernement, et même le ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est la deuxième fois que ça arrive parce que même, si je me souviens bien, M. Ben Issa avait fait les 2 gouvernements, le gouvernement Yousfi et le gouvernement Jto. Effectivement, le gouvernement Jto plutôt et le gouvernement Besfassi, j'imagine. Non, Abdelrahman Yousfi, puis ensuite... Mais pour la première fois, on constate que le ministre de l'Intérieur garde son poste après 5 ans consécutifs. Donc, c'est un signal que je pense que c'est une mission qu'il a effectuée dans certains cadres qui étaient jugés réussis. Pourtant, on lui a promis cette chose-là qui était inédite. Donc, je garde le reste pour la fin. Je voulais juste rebondir sur cette question-là, mais c'est Absam Sdekhi. Vous en pensez quoi de ce que vient de dire votre ami de la gauche aussi, votre camarade, qui dit que les ministères régaliens sont restés les mêmes, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Vous en pensez quoi au niveau de ça? Moi, j'ai entendu ce que disait mon camarade. Je crois que le problème n'est pas au niveau des personnes. Ou bien, moi, je respecte le choix qui a été fait par Sa Majesté d'avoir gardé les ministres parce qu'il a estimé. On ne peut pas rentrer dans les choix des rois ou bien dans les choix des chefs de gouvernement. Ils sont souverains de faire leur choix. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les personnes. Ce qui m'intéresse, c'est le programme et le résultat. Est-ce que je discute le programme? Il ne faut pas personnaliser les choses. Que le FTT arrive, reste à l'intérieur, on ne reste pas, c'est pas là l'essentiel. Que tel ministre sera reconduit, ce n'est pas essentiel. Ça, ce sont des formes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le fond, je vois, j'examine et j'apprécie, et là je crois qu'on peut être d'accord, j'apprécie le cadre général, l'orientation générale du gouvernement, et au-delà de l'orientation, j'attends les résultats concrets pour juger définitivement. On ne peut pas non plus faire des procès d'intention dès le départ. On dit que ce gouvernement-là, il ne va rien faire. Bien sûr, on peut avoir une idée préconçue. Je ne vous le cache pas, je demeure sceptique sur le résultat attendu, étant donné l'orientation, étant donné le caractère, plutôt l'orientation à droite des 3 partis. Nous obstons un peu quelques nuances. Le Istiqlal, peut-être, est là, une vision plus nationaliste. C'est pas un parti de l'administration. Du moins, au niveau de notre programme, il a une vision un petit peu, une sensibilité sociale. Il se proclame même socio-démocrate. Mais quand je vois le programme gouvernemental, je constate qu'il y a une différence entre notre programme, le programme des partis politiques tels qu'ils ont été divulgués et annoncé au moment des élections et la déclaration gouvernementale. Nous allons y revenir. Donc, voilà, pour me résumer, pour ne pas monopoliser la parole, moi, je juge sur pièce. Peu importe que les personnes, le choix du Istiqlal d'avoir choisi des gens qui ne sont pas de premier ordre, qui ne sont pas au bureau politique, c'est-à-dire le comité exécutif du parti, ça c'est un choix au parti. Moi, je ne rentre pas dedans, parce que c'est leur affaire. Oui. Qu'il y ait un certain nombre de critiques au sein du parti de Istiqlal, ça le regarde. Moi, ce qui me regarde en tant que citoyen, en tant que responsable politique,
C'est les résultats. Qu'est-ce que les résultats? Effectivement. Et sur la base des résultats, on peut à ce moment-là apprécier d'une manière ou d'une autre et porter un jugement sur l'action. Mais en même temps, c'est Absam, du moment que c'est clair, on a 3 partis qui composent la coalition gouvernementale, mais au moment des pourparlers, il y a tous les partis politiques qui ont défilé au siège du RNI pour dire qu'ils étaient prêts à participer à cette aventure, à l'exception notable du PPS où le secrétaire général Nabil Ben Abdallah a dit dès le premier jour qu'il ne participera pas à cette coalition. On a même un parti qui est aussi issu de la gauche marocaine, c'est le grand frère, à savoir l'USFP, qui a dit, qui a voulu, qui a mis on peut pas dire, si on peut dire ça comme ça, qui a mis les mains et les pieds pour participer à cette coalition gouvernementale. Est-ce que ça ne pose pas un problème, monsieur Sedeka, au niveau de l'opposition, ces partis-là qui veulent accéder à un gouvernement et qui se trouvent malgré eux au sein de l'opposition? Vous en pensez quoi? Parce que en dehors du PPS, aucun parti n'a formulé son souhait de ne pas se classer de l'USFP. Écoute, cher ami, ce sont des choix des partis politiques. On peut les partager comme on ne peut pas les partager. Pour moi, ce qui m'inquiète dans tout cela, et là, je me le joue avec mon camarade, ce qui m'inquiète, c'est la domination des partis de droite. Et malheureusement, la gauche est sous-représentée. Même si, en termes de nombre de sièges, nous avions en tant que gauche augmenté, le PPA s'est passé de 12 sièges à 22, l'USFP autant de 20 à 37. L'USFP de 18 à 35. Et du GSP sont restés stables au niveau d'un député chacun. Bien sûr, je ne discute pas de la facilitation des résultats. Ça, c'est un autre niveau de discussion. On va y parler. Malheureusement, la gauche ne représente que 15% au niveau des parlements. Ça, c'est 15-16%. Ça m'inquiète en tant que membre d'un parti de gauche. Et ça m'inquiète et ça me donne à réfléchir sur notre société, sur notre manière de travailler, sur notre implantation, sur le hiatus qu'il y a entre la domination des idées de gauche dans la société et le résultat électoral des partis de gauche qui ne concordent pas avec le trésor et le capital et le potentiel dont dispose la gauche sur le terrain. Ça nous amène à réfléchir. Moi, je crois que c'est là où il y a ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'homme de gauche, c'est de voir comment la gauche peut revenir aux affaires, pas au gouvernement, mais comment elle doit être influente dans la société et être représentée au niveau des institutions, oui, à la hauteur de ses ambitions. Sachant que cette droite ne domine pas uniquement le Parlement. Elle domine les grandes villes. Oui, elle domine aussi au niveau communal. Les communes. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que je me demande si la démocratie ne sera pas dévoyée par ce qu'on appelle dans le nouveau terme popularisé, c'est une certaine démocrature. C'est-à-dire une démocratie qui se transforme en dictature, que ça c'est le plus grave pour notre pays. Mais pour le reste, je ne m'attends pas au miracle. D'accord. Vous vous attendez à un miracle, vous, de votre côté, ou vous êtes clair pour vous, ça ne va pas évoluer et ça va rester ainsi, une coalition formée de 3 partis et d'autres partis, plus ou moins, on va être polis, qui font la cour à ce gouvernement parce qu'ils n'ont pas pu se placer au sein du gouvernement, donc ils vont être dans le soutien critique du gouvernement. Est-ce que vous pensez la même chose? Avec beaucoup de politesse, on ne se fait pas d'illusions. Parce que je salue d'ailleurs M. Abslam Sedeka, mais je ne suis pas d'accord pour sa grande franchise. Pour sa grande franchise et parce que c'est un homme que je respecte en tant qu'économiste et journaliste aussi militant. Je ne suis pas d'accord pour dire que pour la forme, on ne peut pas se parler des noms, on ne peut pas parler des gens qui sont là au gouvernement parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Les 3 partis qui sont au gouvernement, le RNI, il est au pouvoir depuis presque 1977. Il est rentré au gouvernement un an avant sa fondation. Et aujourd'hui, il est au gouvernement d'une façon continue depuis 1997. A toujours connu la participation du sauf RNI. Entre 2011 et 2012, d'ailleurs, c'est le gouvernement dans lequel figurait M. Sedeka, je crois. Et le RNI officiellement ne faisait pas partie de la majorité, mais son président était présent. Il avait démissionné et quitté le RNI pour être ministre du gouvernement. Il avait promis en 2015 de ne plus se présenter
Ça, je ne sais pas pourquoi aucun média ne s'est rappelé de cette promesse-là de M. Aziz Arnouch. Il a promis de quitter la politique et de se focaliser sur l'agriculture, sur le plan Maroc vert, sur les autres plans qui ont venu par après. Donc pour moi, on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. On ne peut pas faire du nouveau avec 15% des ministres qui figuraient dans le gouvernement de M. Lejmani. Même au niveau de l'Istiqlal, le seul membre qui vient des instances, qui est M. le secrétaire général, était ministre en 2017. Et il faut le dire clairement, le gouvernement 2017, c'est le seul gouvernement qui n'a pas pu terminer son terme au Maroc parce qu'il est tombé sous la pression de la rue. Donc, lorsqu'on fait appel, je parle notamment du mouvement du 20 février, du glorieux 20 février. Donc, pour moi, il est très clair, on ne peut pas faire de nouveau avec l'ancien, on ne peut pas faire appel aux gens qui ont contribué à ces problèmes-là, les gens qui n'ont pas donné de solution pendant trop longtemps. Donc pour vous, c'est un gouvernement de continuité, il n'y a pas de rupture. C'est un gouvernement de continuité classique, orthodoxe. D'ailleurs, même lorsque M. Sdekhe parle de gouvernement de droite, si on voit par exemple ce qui écrit le PAM, ce qui écrit le RNI dans leur programme, et même dans leur fiche partisane, par exemple dans les statuts ou bien dans les textes et les manifestes, ce sont des partis qui se réclament de la sociodémocratie. C'est du centre-gauche, entre parenthèses, dans les titres. Mais on sait que dans les faits, ce sont des partis purement administratifs. Seul l'Istiqlal qui a vraiment une position droite, conservative, très claire, et qui se respecte pour la... Moi, par exemple, comme gauchiste, j'aimerais bien avoir des partis de droite qui se prononcent de droite, avec des programmes de droite, et qu'on fait un débat de fond. Pas un débat avec Mouchkara ou bien avec les champions qui s'élisent 3-4 fois dans leur cycle de vie. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que lors des dernières élections, lorsque j'étais candidat du PSU à Sbata, la plupart de mes concurrents sont des gens qui se présentent depuis que j'étais au primaire. Donc, j'imagine quel signal on est en train de donner à la population, quel signal on est en train de dire au peuple, quelle crédibilité on donne au jeu politique. Ça, c'est très dangereux. Et c'est dans cet espoir-là qui devient de plus en plus minimaliste. Il y a un sentiment de terreur, il y a une tension de terreur avec tous ces prisonniers politiques, toutes ces arrestations, tout ce qui se passe dans la scène médiatique. Il y a un climat de terreur là aujourd'hui. Ce climat ne va pas être pour les intérêts de notre nation. D'accord. Monsieur Sdekhe a dit tout à l'heure que c'est un parti de droite. Oui. Vous ne partagez pas son point de vue, mais aussi il a dit qu'il y a eu une hausse notable de la gauche marocaine au sein des institutions lors des dernières élections. Parce que, par exemple, le PPS qui passe de 12 sièges à 20, l'USFP qui en passe de 18 à 35, 34, oui. C'est une hausse considérable. Vous ne semblez pas tout à l'heure partager son point de vue. Pas vraiment, parce que je respecte ce que dit M. Sdekhe, mais je dois exprimer mon désaccord. Parce qu'aujourd'hui, nominativement, nous avons 68 députés de gauche dans le Parlement, dont 35 de l'USFP. Il faut savoir que sur les 35, il y a 2 ou 3 qui sont vraiment des militants de l'USFP. Le reste, c'est des notables. Et pire encore, c'est des notables qui ont déjà été élus dans des mandats sous les couleurs du PAM ou du RNI ou bien d'autres partis administratifs. Lorsqu'on parle par exemple de la FFD, qui a 3 députés aujourd'hui. La FFD, comme on sait très bien, à Fès, il avait comme candidat M. Chabat. Et M. Chabat, on sait qu'il représente pas uniquement une aile conservative, mais aussi une aile qui n'a absolument rien à voir avec la gauche, comme on l'a décrit, la gauche démocratique. Donc si aujourd'hui le PPS a pu améliorer ses résultats, le PSU et la FGD, ils ont une représentativité minimaliste avec un seul député. Chacun. Et pour un seul député chacun, Madame Mouni pour le PSU. Et pour l'anecdote, c'est le seul député au monde, la seule députée au monde qui est interdite de faire ses fonctions par une décision du gouvernement. On va y revenir sur les mesures gouvernementales. Bonjour la séparation des pouvoirs. Monsieur Sdekhe, vous semblez vouloir rebondir. Ça, c'est inadmissible. Je suis d'accord avec vous, cher ami, pour le fait d'avoir interdit à la secrétaire générale et à la députée des PSU d'accéder au Parlement. C'est scandaleux. Ce n'est pas du tout, disons, une pratique démocratique. C'est une vraiment ingérence dans l'indépendance du Parlement. Malheureusement, c'est le président du Parlement qui est piégé, qui a pris cette décision. C'est inadmissible de sa part, avec tous les respects. Oui. Ça, ceci étant, je voudrais simplement rectifier les choses au niveau de ce vocable de notable. Je crois qu'on l'utilise à tort et à travers. En ce qui concerne le PPS, à ma connaissance, nous avons beaucoup de militants qui sont passés aux élections. Peut-être, malheureusement, il y a un manque de bureau politique qui est l'actuel président du groupe. Nous avons des députés qui passaient avec nous depuis 3 mandats. Ce ne sont pas des notables, entre guillemets, mais c'est des gens qui ont une assise populaire et qui ont une appartenance politique. Ce ne sont pas des docteurs d'État
il ne faut pas être docteur d'État pour ne pas être notable. Il y a des gens quand même, des militants qui sont présents sur le terrain, qui travaillent avec la population. C'est ça un militant. Un militant, c'est comme un poisson dans l'eau. Il doit être avec les gens. Il ne doit pas être dans sa tour d'ivoire, édicter des leçons, donner des leçons aux autres. Non, il faut être sur le terrain. Nous avons également tous les camarades qui sont passés sur les listes féministes. Ce sont des militants des partis, depuis de longue date. Donc, à ce titre-là, je crois qu'il faut nuancer cette question de notable et la circonscrire. D'une part, d'autre part, je tiens à préciser quand même que les pratiques utilisées par un certain nombre de partis de notabilité sont connues. C'est pas la peine ce qu'on appelle les partis d'administration. Ce n'est pas le cas en principe, ce n'est pas le cas de la gauche marocaine. Nous avons nos faiblesses intrinsèques. Il faut les admettre. Il faut les prendre. Il faut pas cacher la réalité. Il ne faut pas non plus voir les problèmes chez les autres. Il faut aussi voir les problèmes de notre côté. Parce que le courage politique impose que l'on soit objectif. Qu'on soit fort contre sa propre famille. D'une façon ouverte, d'une façon franche, sans langue de bois. Même un débat entre nous, entre les forces de gauche, il s'impose aujourd'hui plus que jamais. D'accord. Monsieur Siddiqa, on commence à parler du programme et des promesses électorales. Vous avez pensé quoi de la déclaration gouvernementale? Votre parti a refusé d'accorder sa confiance à cette déclaration-là, ce qui est compréhensible vu qu'il se positionne au sein de l'opposition. Mais vous en pensez quoi? Parce que, par exemple, à titre de comparaison, les promesses électorales du RNI et du parti de l'Istiqlal, on ne les retrouve pas au sein de cette déclaration gouvernementale. Voilà, on ne les retrouve pas, effectivement. Je l'ai dit au départ. Je donne deux exemples. Et ça se vérifie maintenant, de plus en plus. Vous prenez le programme du parti de l'Istiqlal, il a mentionné noir sur blanc qu'il faut au gouvernement, il va procéder au plafonnement des prix des hydrocarbures, des carburants. On ne trouve plus de traces dans la déclaration gouvernementale. Chez le PAN, dans le programme du PAN, il a été dit qu'il faut au gouvernement, ils vont intégrer tous les contractuels, les enseignants contractuels, ils vont les intégrer dans la fonction publique. Ça n'a pas été repris dans la déclaration gouvernementale. D'autre part, la déclaration gouvernementale, il prêche par une grande insuffisance au niveau des moyens. Oui. Au niveau des moyens, notamment au niveau du financement. Ils n'ont pas été clairs, parce qu'ils critiquent l'ancien gouvernement d'avoir exagéré au niveau de l'endettement, mais ils procèdent de la même manière. Ils n'ont pas ici... Ils sont dans la continuité, s'inscrivent dans la continuité. Les ressources autonomes, les ressources internes, à travers une réforme fiscale comme le prévoyait la loi cadre sur la réforme fiscale. Ils n'ont pas touché... nous ne parlons pas de l'impôt sur les successions, de l'impôt sur la fortune. Parlons tout simplement de l'impôt général sur l'IS. L'impôt sur l'IS, ils n'ont pas touché. À part une petite retouche au niveau de la loi de finances au bénéfice des sociétés, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. D'autre part, les hypothèses je mélange un peu parce que... Oui, vous pouvez y aller, monsieur. Je mélange entre la déclaration gouvernementale et la loi de finances. Parce qu'ils sont liés, en fait. Oui, effectivement. Ils se réfèrent au nouveau modèle de développement. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été abordées dans le nouveau modèle de développement qui n'ont pas été reprises, ni dans la déclaration gouvernementale, ni dans la loi de finances. C'est ça les principales critiques que l'on fait à ce gouvernement. Le taux de croissance, le taux de croissance. Dans la déclaration gouvernementale, ils ont retenu un taux de croissance de 4%, alors que quand on prend le programme de l'Istiqlal, c'était 6%. 4%. Mais ils n'ont pas, on ne dit pas quels sont les moyens. Ils disent qu'ils vont créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois en 5 ans, c'est pas possible avec un taux de croissance
aussi faible que 4%, aussi faible que 3,2% qui ont été retenus dans la loi de finances. Tout ça, donc, ça nous incite à mettre en doute leurs intentions. Le sérieux de ce gouvernement-là. C'est pour ça qu'il dit au départ, je suis sceptique sur l'avenir de notre pays, et je crois que les faiblesses vont apparaître incessamment. Déjà, ils sont apparus au cours de ces deux premiers mois, à travers un certain nombre de mesures qu'ils ont prises, de façon spontanée, non réfléchie. Ils ont très peu recours au dialogue social. Ils se concertent très peu avec les syndicats. Il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats. Ce qui est inquiétant. C'est pour ça que je dis il y a le risque qu'on verse dans la démocratie. Une dictature dans la démocratie. Dans la démocratie. D'accord. La démocratie sera dévoyée et vidée de tout son sens. D'accord. Donc voilà les principales critiques que l'on fait à ce gouvernement. D'accord. Salah Hosni, il y a eu des promesses, il y a eu des slogans, il y a un nouveau modèle de développement. Et finalement, on ne retrouve pas ça automatiquement dans la déclaration gouvernementale. C'est vrai, on ne le retrouve pas automatiquement dans la première loi de finances, mais aussi dans la déclaration gouvernementale. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est tout à fait le constat qu'a fait tous les Marocains. C'est qu'au moment des élections, on a eu des promesses de toutes sortes. Vraiment toutes sortes. Et il n'y avait pas un fair play électoral. Comme disait M. Derès, on va tomber dans une dictature de chiffres. Parce que, comme vous le savez très bien, le RNI a dévoilé ses promesses en juin. Ça veut dire 3 mois avant les élections, alors que si un autre parti essaye de le faire, il sera directement accusé de faire une campagne précoce. Et deuxièmement, comme a dit M. Sadeghi, lorsque on veut voir si ce gouvernement va tenir ses promesses, il y a 2 documents qu'il faut vraiment examiner. Le premier, c'est la déclaration gouvernementale. Le deuxième, c'est la loi de finances. Ce qu'on retrouve dans la déclaration gouvernementale, ce sont des projets, des initiatives qui ont commencé avec de précédents gouvernements. On ne trouve rien par rapport à ce qui était cité dans les programmes, ni du parti de l'Istiqlal, ni du parti du RNI, ni du parti du PAM. Et il y a des mesures phares sur lesquelles j'aimerais bien revenir. D'abord, c'est les hydrocarbures, comme M. Sadeghi a bien mentionné. Il n'y a pas que l'Istiqlal qui a parlé des hydrocarbures, il y a même le PAM qui a parlé avec beaucoup d'audace sur ce dossier-là, surtout dans la période... Le député Majré, on avait fait un cheval son cheval de bataille. Effectivement, M. Wahbi a récupéré plein de propositions qui étaient formulées, par exemple, par le PSU ou bien par la FGD durant la campagne, mais par la suite, là, aujourd'hui, il se trouve au gouvernement, on ne voit aucun sens. D'ailleurs, même aujourd'hui, au niveau des stations carburant, pour ne pas rester seulement dans le champ politique, il y a le pétrole qui perd 16-15 $ dans une semaine et les prix, il n'y a aucun impact sur les prix. On reste sur la hausse qui ressemblait au prix qu'on avait en 2012, lorsque le pétrole était à 120 $ le baril, alors qu'aujourd'hui, il est à presque 71 ou bien 72 pour le Brent. Donc, on voit aujourd'hui que ce gouvernement-là n'a pas tenu ses promesses. Il n'y a même pas la volonté politique d'appliquer les promesses et les programmes qu'ils ont annoncés lors de la campagne. Et lorsqu'on voit la loi de finances, c'est là où il y a le plus gros problème. Parce que la loi de finances aujourd'hui, d'ailleurs la deuxième lecture vient de se passer il y a une semaine, et une des choses on reviendra aux chiffres, mais pour la loi de finances, ce qu'on voit, c'est c'est la version CGEM. Si je me permets. D'ailleurs, la seule concertation qui s'est faite, c'était avec la CGEM. C'était avec la CGEM. C'est la version CGEM, c'est pas la version populaire. D'ailleurs, une des mesures qui m'a vraiment choqué, c'est que lorsque dans un premier exercice, la première chose que tu attaques la classe moyenne. En attaquant l'électroménager, en attaquant la grande consommation, alors que tu laisses sur la table 6 milliards de dirhams d'évasion. Moi, j'appelle ça évasion pour l'immobilier. Tu laisses tous les bénéfices fiscaux pour les grands agriculteurs. Tu laisses les bénéfices fiscaux pour les écoles privées. Et par contre, j'attaque sans contrepartie, sans contrepartie convaincante, sans cahier de charge, même de retombées sociales, c'est même pas quantifié. La deuxième démarche qui m'a vraiment choqué, là, c'est qu'on parle de l'IS. Ils ont fourni tout ce que la classe patronale demandait. Alors que là, si on veut appliquer des choses, même si on est en opposition, on pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans les programmes du pays, des RNU, du PAM. Surtout par rapport avec l'éducation de la santé, qui sont nos chevaux de bataille. Alors, dans cette démarche-là, s'il faut intégrer des mesures, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut ramener de l'argent, il faut ramener des moyens. Alors qu'aujourd'hui, tu continues dans la même politique de laisser de l'argent sur la table, tu es en train d'appauvrir l'État et de dire que tu n'as pas les moyens de construire des hôpitaux, et en même temps, tu ne cesses pas de donner les cadeaux fiscaux à tes amis. Et lorsque je parle des amis, je parle des patrons.
D'accord, c'est clair, ça a le mérite d'être clair, pardon. Monsieur Sdiqi, docteur, j'ai une question à vous poser, mais c'est à l'économiste que je m'adresse plus qu'à l'acteur politique. On n'a pas cessé de nous rassasser que cette loi de finances est une loi qui va carrément faire bouger le Maroc d'un État libéral à un État social. Après votre lecture de la loi de finances, vous en pensez qu'on y est sur le chemin de l'État social ? Je l'ai d'ailleurs écrit précédemment. D'abord, on n'a pas le temps peut-être d'aborder tout l'historique de l'État social, comment il est né à travers l'histoire, quels sont ses présupposés, mais laissons cela peut-être une autre fois. Je crois qu'on est loin, on est au niveau des prémices de l'État social. Parce que l'État social veut dire d'abord un État démocratique, réellement démocratique. Ça, c'est au-delà des chiffres, au niveau de la pratique démocratique. Or, jusqu'à maintenant, le gouvernement ne donne pas des signaux très clairs et très francs au niveau de son engagement en faveur de la démocratie, ou en faveur des libertés publiques et individuelles. Il reste encore timide, voire timoré. Deuxièmement, l'État démocratique, un État social, c'est un État qui dispose des moyens pour agir. La dépense sociale au Maroc représente à peine 27% de notre PIB. Un État social doit avoir une dépense sociale une dépense publique, pardon, qui dépasse les 40% dans les standards mondiaux. 30-40% du PIB. On est loin de l'État social. Et la preuve, c'est que un État social ne recourt pas d'une façon exagérée à la dette publique, à l'endettement. Que ce soit l'endettement intérieur ou l'endettement extérieur. Un État social s'appuie davantage sur la mobilisation des ressources internes à travers une réforme sociale, fiscale, audacieuse, juste, équitable. Ce qui est loin d'être le cas. C'est pour ça que je doute. C'est une usurpation d'un terme, un usage abusif pour faire comme si, pour plaire, pour séduire. Mais dans la réalité des choses, on n'est pas encore arrivé à un État social tel que cette notion est définie, est envisagée. Dans les standards internationaux. Voilà, je le dis en toute sincérité, en toute objectivité, sans chercher à dénaturer les choses ou bien à déformer. Au contraire, combien on aurait souhaité que nous ayons un État social dans le pays pour effectivement corriger les disparités sociales, pour corriger les disparités territoriales. Voyons, rien que la territorialisation de l'investissement public. 3 régions s'accaparent 70% de l'investissement public. Et qu'est-ce qu'on réserve pour le reste? Ce sont des données concrètes et chiffrées qu'on peut vérifier. Et on peut multiplier les exemples là-dessus. Oui. Donc il faut d'abord il faut une vision. Le gouvernement aurait dû d'abord présenter une vision complète et claire de l'État social. Il nous dit voilà pour arriver pour appliquer l'État social, voilà les moyens que nous mettons pour ça. Voilà les actions que nous entreprenons, voilà les résultats auxquels nous aspirons. On s'attend. Ce qui n'existe pas malheureusement dans la littérature gouvernementale. C'est un mélange des gens qui ne font qu'ajouter de la confusion dans le paysage politique. Et le paysage le paysage politique et les relations entre l'État et les citoyens, les gens ne comprennent plus rien. D'accord. Monsieur Sdiqi, avant de passer à votre camarade Salah Hosni, je voudrais juste vous poser une question. Vous en pensez quoi du pass vaccinal et la polémique qui a succédé à son adoption? Pardon, monsieur. Est-ce que vous pensez quoi du pass vaccinal qui a été instauré par le gouvernement? Vous en pensez quoi? Parce que c'est une mesure qui reste une mesure phare de ce gouvernement avant de passer... La position de notre parti, il a été clairement annoncée. Dans le principe, on n'est pas contre, parce qu'il y va de la santé du citoyen. Mais la manière de procéder, on ne la partage pas du tout. D'abord, il n'y a pas de débat. Il faut expliquer, il faut convaincre.
On n'est pas dans une société où l'État, via l'administration, je ne dis pas l'État, un ministre ou bien un fonctionnaire public arrive et annonce une décision aujourd'hui qui dit il faut l'appliquer demain matin. Ce n'est pas possible. On n'est pas quand même dans un régime tyrannique. La démocratie impose un minimum de débat et de concertation dont on vient de parler. Et une explication, une pédagogie. Montrer à la population l'intérêt des choses. On ne peut pas imposer comme ça aux gens des mesures dont personne ne comprend la portée ni l'intérêt. C'est qui fait que les gens se fâchent et protestent à juste titre. Mais si demain le gouvernement vient nous dire voilà le pass vaccinal, quel est son intérêt, pourquoi c'est d'autres, les gens peuvent y adhérer. Je crois que le gouvernement doit tirer les conclusions des erreurs qu'il a commises. Et ce sont les mêmes erreurs que l'ancien gouvernement a commises. Je crois qu'on a tous pris à l'esprit avec l'interdiction de circuler au Maroc, la décision qui a été prise le 5 heures de l'après-midi est mise en œuvre à minuit. Donc on n'a même pas le temps de rentrer chez soi. C'est pas ce qui s'est passé dernièrement. On ne peut pas diriger le pays comme ça. Ça serait catastrophique. D'accord, c'est clair. Sur le moral des gens. Sur la confiance. Parce que finalement, quel est le capital principal dans une société? Il faut qu'il y ait confiance. Il faut que les citoyens aient confiance en l'État, en l'administration. Alors cette confiance-là ne s'obtient pas d'elle-même. Elle s'obtient à travers un échange. Un échange entre nous avons notre télévision publique ne parle pas de ça. Il n'y a pas de débat. De débat de société, de débat même actuellement. Il y a ce nouveau variant. Mais personne n'est venu nous expliquer exactement qu'est-ce que ça représente, quels sont les dangers. On s'informe à travers la presse étrangère ou bien à travers les chaînes étrangères. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible du tout. Votre point. Nous avons un ministère de la communication, nous avons un ministère de la santé, nous avons un tas de ministères. Ils doivent agir et expliquer aux gens. C'est là il faut être. Là, je suis d'accord avec mon camarade qu'on a besoin de ministres politiques qui sont proches des gens. D'accord. Qu'ils soient de droite ou de gauche, je m'en fous. D'accord. Mais au moins, c'est un ministre qui descend sur le terrain, qui approche les gens, qui discute. Ça marche. Et qui communique avec un langage clair, sans détour. Sans détour et en toute franchise. D'accord, votre point de vue est tout à fait compréhensible et compris, et clair, ça a le mérite d'être clair aussi. Salah El-Husni, on a des slogans, on parle d'un état social, et en même temps, ça c'est d'ordre public, les chiffres et les prix des matières premières et des produits alimentaires ont connu une hausse. Est-ce qu'on peut l'incomber ce gouvernement ou c'est une continuité de l'ancien? Quelle est votre analyse de l'état social, du pass vaccinal, de la loi de finances? Essayez de faire le plus possible. D'accord, je vais essayer de faire de mon mieux parce que ce sont des sujets qui touchent vraiment notre quotidien. Donc, pour nous, je dirais le deuxième fois, on ne se fait pas d'illusions. C'est le même gouvernement qui est en train de prendre ces décisions-là. Donc, lorsqu'on parle de la hausse des prix, il y a la hausse des prix dans les carburants, la hausse des prix dans les produits alimentaires, aussi dans les matières de construction. Donc, pour les produits alimentaires, pour ne citer que cet exemple-là, il y a un projet qui commençait en 2007 qui s'appelle Maroc Vert. Et un des objectifs qui était annoncé pour Maroc Vert, c'est qu'on minimise notre facture d'importation. Comme ça, on met le citoyen marocain à l'abri de ce qui se passe dans le marché international, surtout pour certains aliments qui sont essentiels. Je parle notamment du blé et d'autres aliments. Il se trouve que, effectivement, le ministre qui était chargé de mener à bien ce plan, c'est lui qui dirige le gouvernement aujourd'hui. Donc, si les prix ont haussé au niveau international, et nous, aujourd'hui, au Maroc, on a les prix qui sont au-delà des possibilités les livelihoods du citoyen marocain normal, c'est bien sûr que ce gouvernement-là que je blâme. Parce que c'est, comme je le dis, c'est la continuité d'abord dans la forme et dans le fond des politiques qui sont menées sur ce sens-là. Pour la hausse des prix du carburant, ce qu'on nous a vendu en 2015, c'est que le citoyen marocain va bénéficier d'un plafonnement et puis va bénéficier aussi de la dégringolade qu'on avait à l'époque du prix du pétrole. Donc, lorsqu'on a, en 2012, le prix du pétrole, vous connaissez la crise, a atteint les $120 000 par baril. Alors là, on a commencé à avoir un petit peu le gasoil à 10 dirhams. Aujourd'hui, il est à 71, 72 $ le baril et on est toujours à 10 dirhams. Donc,
Bonjour la logique. Et je ne vais pas parler de ce qui est, parce que c'est un sujet qui est très long, très technique. Il y a des mesures que nous avons proposées. C'est des impôts exceptionnels pour reprendre ces bénéfices-là qui ne sont pas moraux, qui ne sont pas légaux pour nous et les investir dans l'enseignement. Pour ce qui est du pass vaccinal, je commence là où le ministère de Santé s'est arrêté il y a quelques jours. Il y a un communiqué qui est sorti qui appelle les Marocains à prendre la troisième dose et aussi aux gens qui n'ont pas encore pris la première et la deuxième dose de partir au centre vaccinal les prendre. Pourquoi ces communiqués est sorti? Parce que tout simplement, si on voit les chiffres, on voit qu'après la décision du gouvernement, le nombre de personnes qui sont parties vers le centre vaccinal a baissé exponentiellement. Pourquoi a baissé exponentiellement? Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de discussion, on n'a pas eu les chiffres, il n'y a pas de transparence dans la communication sur la gestion de la crise, mais les Marocains ont senti beaucoup de mépris et beaucoup d'autoritarisme. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour un Marocain, il ne faut pas le mépriser. La manière avec laquelle la décision a été prise, il n'y a ni décret, ni loi, ni projet de loi, ni débat. Il y avait un communiqué dans la MAP, l'agence officielle. Et c'est avec ce communiqué-là, une autre instance qui est supposée être indépendante, qui est le Parlement, qui légifère les lois pour le gouvernement qu'il met en exécution, interdit une parlementaire d'exercer le droit pour lequel elle a été élue par 11 000 citoyens dans la région. Donc là, on se demande, est-ce qu'on est vraiment dans un régime démocratique? Est-ce qu'on va vers l'État social? Parce que l'État social, comme l'a indiqué mon camarade, c'est un État qui vient à partir d'un nouveau contrat social, qui s'illustre après un débat, après une discussion, après un grand débat national. Aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est qu'ils ne veulent pas de débat. Aujourd'hui, dans le Parlement, il n'y a pas les débats sur les vraies questions qui intéressent les Marocains. Même aujourd'hui, il y avait un conseil de gouvernement qui a eu lieu ce matin. Il n'a discuté rien de ce qui intéresse vraiment et qui impacte vraiment la vie quotidienne des Marocains. Et aujourd'hui, il y a des centaines de citoyens qui sont bloqués à l'étranger et que personne ne leur explique pourquoi ils sont bloqués. Et on se rappelle bien que ce n'est pas une mesure qui est propre à ce gouvernement-là. Le gouvernement de M. Ledjmani, dans lequel figurait le RNI, effectivement, avec la plupart des ministres qui sont aujourd'hui toujours en responsabilité, a bloqué presque 37 000 Marocains pendant 6 mois à l'étranger, sans explication et sans prise en charge pour la plupart d'entre eux. Il y avait des cas de prise en charge, mais pas pour la majorité des Marocains. Donc aujourd'hui, ce qu'on sent, et je le dis avec toute l'humilité et toute la gentillesse, le citoyen se sent qu'il vit avec des responsables qui le méprisent, qui ne prennent pas la peine de communiquer, d'expliquer et de l'intégrer ou prendre son avis ou bien de consulter ses représentants, comme ce qui se passe avec Mme Mounib au Parlement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sent qu'on vit dans un régime autoritaire et il y a malheureusement, il faut le dire, il y a un climat de terreur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à dire clairement ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de journalistes qui ont arrêté d'écrire parce qu'il y a des prisonniers politiques, il y a des détenus, il y a des médias qui ferment, il y a beaucoup de journalistes qui sont en train de souffrir. Aujourd'hui, s'il y a un métier qui souffre plus que d'autres aujourd'hui au Maroc, c'est bien le journalisme. Et sans médias, democracy dies in darkness, comme ils disent les Américains. C'est la démocratie, elle meurt. Ces gens-là qui ne veulent pas du bien pour ce pays, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'obscurité. Juste pressé un petit peu par le temps, oui. et c'est pour conclure. Vous êtes au sein de l'opposition. Oui. Quelles sont vos alliances? Avec qui vous allez faire alliance pour contrecarrer les propositions de ce gouvernement avant de revenir vers notre camarade? Aujourd'hui, je pense qu'il est très tôt et très précoce de parler d'alliance parce que, comme l'a indiqué bien M. Msaddeqi, c'est une opposition qui est très hétérogène. Et comme tu l'as bien indiqué, Abou Ammar, la plupart de ces partis ont fait les mains et les pieds pour être au gouvernement. Ils sont à l'opposition sans qu'ils le veulent vraiment. À part le PPS, je pense. À part le PPS et le PGD sont rentrés dans le détail, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc lorsqu'on a vu les consultations de formation du gouvernement, tout le monde voulait faire partie de ce gouvernement-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Parlement. D'ailleurs, je donne un chiffre qui va peut-être choquer. Au Parlement, on a 395 députés. La majorité, je pense qu'ils ont 267 députés et l'opposition 225, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres. La loi de finances a été adoptée avec 121 voix dans sa deuxième lecture. Ça veut dire moins de la moitié des députés de la majorité. Et au niveau de l'opposition, les 125, il n'y en avait que 41, avec une qui est interdite d'entrer au Parlement. Donc, je me demande dans quelles conditions on va avoir un projet commun. Mais s'il y a ce projet commun, il faut qu'on fasse le pas. Ça doit être surtout sur les lois liberticides. Ça doit être sur le code électoral et sur le code politique. Merci. D'accord. Monsieur Saddeqi, pour clore ce débat, je vous pose la même question et ça sera même vous nous direz le mot de la fin. Vous allez faire alliance avec qui en tant que PPS au sein de cette opposition-là? D'abord, plus brièvement possible. Actuellement, au niveau du Parlement, il n'est pas question d'une alliance quelconque. Mais au niveau du Parlement, comme il y a de tradition, il y a une certaine coordination
très souple, ne serait-ce que pour faciliter le travail parlementaire. C'est-à-dire, par exemple, lors de la présentation des amendements, on peut présenter des amendements communs pour certains amendements sur lesquels on est d'accord. Quitte à ce que chaque parti puisse présenter un certain nombre d'amendements qui lui sont propres sur des questions qui lui sont spécifiques, auxquelles il tient. Ça se fait dans tous les parlements du monde, même parfois avec, même s'il n'y a pas d'affinité idéologique. Mais c'est une simple coordination pour rationaliser le travail parlementaire. Mais quant à l'alliance proprement dite, il est normal que notre parti, je crois que c'est le cas aussi de notre camarade, notre parti donne la priorité dans la phase actuelle à l'alliance avec les partis de gauche. Les partis de gauche qui ne sont pas types là. Parti de gauche, c'est le PSI, la fédération de la gauche démocratique, le CFP, le PPS. Je ne vois pas des partis qui travaillent dans les institutions. Je ne parle pas des partis qui sont en dehors des institutions. Moi, je crois que ces partis-là doivent aussi revoir leur thèse pour venir renforcer la gauche démocratique. Institutionnelle. J'ose parler ainsi. Alors, nous avons, bien sûr, cette union de la gauche nous habite au niveau du PPS depuis des décennies. C'est même l'ADN de notre parti. Mais quand on parle de l'union de la gauche, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il y a des conditions à la fois subjectives et objectives. D'abord, une union qui se fait sans aucune hégémonie de n'importe quel parti. Une union qui se fait dans la clarté. Une union qui se fait dans le respect de la diversité. Parce que la gauche est diverse. Peut-être on va demain arriver à faire un seul parti de gauche. C'est très tôt. Peut-être, personnellement, c'est ma conviction. Mais ça ne peut pas venir du jour à lendemain. C'est pas un claquement de doigts. Ce n'est pas un claquement de doigts. Et l'union de la gauche, également, suppose qu'il y ait absence d'ego, de subtilité personnelle. Moi, je crois que ça nuit énormément à la gauche. L'existence des égos d'un certain nombre de responsables, je ne fais allusion à personne, mais il y en a. Mais une gauche aussi doit être ouverte sur son environnement, sur le social, sur le mouvement social, sur le mouvement syndical, sur la question des femmes, sur la question du jeune, sur la question des libertés, des personnes aux besoins spécifiques. Parce que la gauche, c'est ça ce qui fait sa force par rapport à la droite. La gauche, historiquement, c'est des partis qui sont proches du peuple, proches de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui sont délaissés, marginalisés par le système, etc. Donc, la gauche, en quelque sorte, doit se réformer en cause, sincèrement, pour effectivement renouer avec ses traditions, ce qui a fait sa force. Mais sans être comment dirais-je, nostalgique d'un certain passé dépassé. Non, je crois qu'une gauche doit être moderne. Tournée vers le futur. La gauche de son temps, en tenant compte des impératifs, des nouveaux impératifs, la question écologique, la question économique doit être épousée par la gauche. Moi, je suis convaincu personnellement que la droite, ou bien des partis de droite, ne peuvent pas prendre en charge la question écologique. Parce que c'est antinomique avec le capitalisme. L'écologie ne peut avoir d'avenir que dans une orientation progressiste et démocratique du développement. C'est clair. Voilà à peu près ce que je voudrais dire au sujet de cette alliance avec. Mais on respecte, bien sûr, on peut toujours travailler sur des questions qui intéressent la nation.
je fais allusion là à la question nationale, dans laquelle on doit être tous unis en tant que Marocains, que ce soit de droite, de gauche, de centre, parce que c'est tout ce qui est l'avenir de la nation marocaine, c'est clair. Tout ce qui relève de notre intégrité territoriale, des grands enjeux, on doit quand même nous affirmer en tant que Marocains, quels que soient nos divergences. C'est clair. Merci infiniment, Monsieur Seddeqi. Désolé d'avoir pris 9 minutes, voire 10 de votre temps, parce que vous avez vous avez un petit rendez-vous depuis à 20h. Désolé d'avoir pris votre temps. Merci d'avoir participé, Monsieur Seddeqi. Ce fut un énorme plaisir. Merci Monsieur Salah, c'était un énorme plaisir de vous recevoir. On se retrouve. Je suis ravi d'avoir Salah, même si je ne le connais pas en personne. J'espère avoir l'occasion de. J'espère aussi, Monsieur Seddeqi, Monsieur Salah, de vous recevoir une prochaine fois pour parler notamment de la gauche et de l'action politique et la vie des partisans des partis de gauche. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre débat, avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve jeudi prochain, 19h, promis. Au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.